Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'avoir fait l'effort de vous rendre disponible. C'est jamais évident. Alors, l'idée initiale était de faire des meet-up en présentiel. J'avais réussi à avoir les locaux de Microsoft, mais avant de se lancer dans des projets coûteux, on va dire, on a réorienté le projet et on va jauger l'intérêt en ligne. Euh, le déroulement de ce meet-up est assez classique. On va faire une brève introduction. Gaëtan n'a pas besoin d'introduction, il va directement attaquer. Et puis, on fera une conclusion pour recueillir vos retours, vos feedbacks, vos idées qui pourront nous aider à améliorer les prochains meet-up. Donc, je m'appelle Daniel Fima. Je suis comme beaucoup d'entre vous des professionnels de la data, si je devais répondre au questionnaire. Je forme et je crée des spreadsheets, comme beaucoup d'entre nous, principalement avec Excel, mais après, voilà, on touche à Power BI et tout ce qui s'ensuit. L'idée de ce meetup, c'est quoi? Si on regarde sur LinkedIn, ouais, principalement, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'idées de ce genre dans le monde, à Londres, en Arabie Saoudite, au Canada, et c'est principalement en anglais. Et moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui pourraient en tirer, beaucoup de Français ou beaucoup de francophones qui pourraient bénéficier de ces espaces où on peut partager, explorer, évoluer dans Excel. Donc, je me suis dit, ben, écoute, on peut essayer de voir, de créer de copier, tout simplement, de copier l'idée qui se fait dans les autres grandes villes et l'appliquer chez nous pour essayer de créer une communauté francophone dynamique et engageante. Alors, on vise haut et là où on arrivera, on arrivera. Donc, je pense que quand on introduction, je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Alors, l'idée, c'est vraiment de créer du contenu interactif et pas justement de regarder des vidéos en ligne ou avec lesquelles l'interaction avec celui qui présente, elle est assez limitée. Donc, j'espère qu'on va pouvoir profiter de cette interaction avec Gaëtan et n'hésitez pas à le poser, le bombarder de questions parce qu'il est là pour ça avec nous ce soir. Gaëtan, je te laisse poursuivre. Oui, merci Daniel. Alors, bon, d'abord, un énorme merci à tout le monde d'être venu, c'est super chouette. Comme Daniel le disait, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat ou même à prendre la main. J'ai coupé les micros de tout le monde pour pas avoir de bruit de fond, mais vous pouvez réactiver vos micros à tout moment pour poser des questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette interaction. Bon, comme vous le savez, si vous avez joué un tout petit peu avec Excel, vous savez que vous savez jamais rien sur Excel, puisqu'on est tout le temps en train d'apprendre. Donc, c'est aussi mon cas depuis 25 ans. Et donc, j'espère que je vais apprendre aussi des choses aujourd'hui, j'en suis certain, surtout qu'on a quelques intervenants qui sont de très, très grande qualité, enfin, quelques participants qui sont de très grande qualité avec nous aujourd'hui. Donc, merci à tous et à qui j'ai déjà appris beaucoup de choses. Alors, je vais partager mon écran et puis on va plonger un peu dedans. Alors, Daniel, tu es gentil, mais je ne pense pas que tout le monde me connaisse. Donc, je vais juste me présenter rapidement. Donc, j'ai un site qui s'appelle Xcelerator, qui est donc celui-ci, dans lequel je mets plein de choses, hein, des vidéos, etc. J'ai aussi un autre site que j'ai fait il n'y a pas longtemps qui permet d'ajouter des formulaires sur… donc, je pense que vous voyez mon écran. Hein. Oui. Oui, qui permet d'ajouter des formulaires directement dans Excel. C'est une des grosses frustrations que j'ai dès qu'on veut mettre des informations et on est tout de suite très limité puisque le formulaire classique d'Excel n'est pas là. Donc, j'avais passé beaucoup de temps à développer une application pour ça. Une fois que vous avez ajouté le formulaire, le code VBA est disponible, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
Et puis finalement, j'ai une autre présentation. Là, c'est un séminaire de 4 heures qui va arriver sur les segments dans Excel. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez extraordinaires avec. Et donc, vous pouvez aller vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, pour un petit pub personnel, j'ai horreur de faire ça, mais des fois, c'est utile. Alors, on part sur Let et Lambda. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bonhomme-là. C'est celui qui a vraiment poussé chez Microsoft la création des lambda. Et donc, c'est très intéressant de voir comment un logiciel qui a été créé il y a des années peut encore évoluer. Et l'objectif, c'était de comprendre ce que c'est que la programmation fonctionnelle. Et pour être honnête avec vous, j'ai découvert ce thème il y a à peu près 2-3 ans. En fait, ça en fait des années que j'en fais. Et la programmation fonctionnelle, ça permet de créer des fonctions et d'utiliser ces fonctions ensuite à l'intérieur. Donc, plutôt que d'avoir du code VBA classique, on va avoir l'utilisation de fonctions qui va nous permettre de prendre ces fonctions-là et de les mettre directement dans Excel. Et c'est à ça que sert Lambda. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce qu'il y a toute une littérature qui existe sur la programmation fonctionnelle et donc vous pouvez apprendre plein de choses derrière sur qu'est-ce que c'est, il y a des notions de pureté, de fonctions, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on sait un peu intuitivement quand on utilise Excel, puisque on sait que si on entre des valeurs à l'intérieur d'une fonction, on va avoir un seul résultat, en théorie. On a eu des blagues, mais en théorie, on n'a qu'un seul résultat, sauf si c'est une fonction aléatoire. Donc, on voit un petit peu où on va par rapport à ça. Petit retour à Descartes aussi, puisque n'acceptez rien comme vrai. Règle numéro 1 sur Excel. Toujours double vérifier, triple vérifier, quadruple vérifier. Et même quand on a fait ça, des fois, on a des frayeurs. Diviser en parties simples, je pense que c'est quelque chose à garder en tête quand on va utiliser les lambda, puisqu'on va créer des fonctions et si on arrive à les diviser, qu'on peut ensuite les récupérer derrière pour les emboîter les unes dans les autres, c'est ce qu'on fait. On fait ça de manière intuitive dans Excel, hein, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais c'est très intéressant de voir comment on peut penser à créer des fonctions un petit peu en ayant cette idée-là en partie simple. Donc, si vous avez une très grosse fonction à faire, peut-être que ça vaut le coup de créer 2 ou 3 lambda et de les imbriquer les unes dans les autres. On passe du simple au complexe et on teste aussi les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Alors, première lambda, à chaque fois, depuis mes études, à chaque fois, je me plante sur mon taux de croissance puisque je divise par la nouvelle valeur et non pas par l'ancienne valeur. Donc, ça, c'est très, très classique. Donc, le taux de croissance, c'est donc D6 moins D5, nouvelle valeur moins l'ancienne valeur que je divise par D5. Et ça, c'est quelque chose qui serait un bon candidat pour une lambda. Donc, on pourrait créer une lambda. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lambda? Une lambda, c'est une fonction qu'on va enregistrer sous la forme d'un nom, dans lequel on va pouvoir mettre des paramètres derrière, et ensuite réutiliser ce nom ailleurs en utilisant les mêmes paramètres. Alors, on va le faire en pratique. En pratique, ça nous donne quelque chose comme ceci. Je vais avoir une lambda ici. Alors, je vais la faire en direct avec vous. Donc, je tape lambda ici, ceci, et mon paramètre ou mon calcul, ça va être les informations que je vais reprendre à l'intérieur de la lambda. Donc, par exemple, je voudrais prendre… Alors, avant de partir, ouais, on va démarrer directement avec lambda. Donc, vous voyez, une petite subtilité ici. À la fin, on va rajouter des parenthèses, et c'est là-dedans qu'on va passer les valeurs. Donc ça, D5 et D6, c'est la valeur qu'on va passer dans la fonction. Ces parenthèses-là, on va les enlever par la suite lorsqu'on va créer le nom. Et ici, on va avoir la lambda, l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, et à l'intérieur, on va reprendre les informations ici. Donc pour ceux qui sont habitués avec let, l'ancienne valeur va correspondre à D5, la nouvelle valeur va correspondre à D6, et c'est ces informations-là qu'on va récupérer, qu'on va retravailler derrière. On y va? Lambda. Hop. Alors, je vais démarrer avec, on a dit que je vais reprendre les mêmes ordres, donc nous faisons ancienne valeur. Donc, je reprends l'ancienne valeur, point virgule. Là, je peux mettre n'importe quoi, enfin presque n'importe quoi. Il ne faut pas que ce soit des noms qui existent ou des références. Alors, hier, j'ai perdu une demi-heure parce que j'avais mis reste 1,
Et res1 pour résultat 1, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que res1 existe déjà. Et si vous tapez res1 ici, vous retrouvez tout au bout. Donc, c'est idiot, mais faites très attention à ce genre de petits détails. On continue. Alors, lambda. Voilà. J'ai vu des astuces qui sont assez intéressantes qui consistent à utiliser la barre de soulignement pour démarrer le nom des variables. Ça peut être intéressant aussi. Effectivement, Pierre, toujours au moins 4 lettres, on est tout à fait d'accord. Donc, ancienne valeur, point virgule, nouvelle valeur. Alors, j'ai sûrement déjà utilisé ce genre de choses, donc je vais prendre un underscore ici, voilà, point virgule, et ensuite, on va faire la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur. Donc, l'avantage de démarrer avec le underscore, c'est qu'on va avoir tout de suite des informations, moins underscore, la nouvelle valeur. Donc, la nouvelle valeur moins ancienne valeur, c'est ça, que l'on va diviser par l'ancienne valeur. Voilà, on va regarder si ça fonctionne. Donc, en général, je me plante, surtout quand je fais une présentation comme ça en direct. Donc, l'ancienne valeur, ce serait celle-ci. La nouvelle valeur, ce serait celle-ci, qui sont déjà nommées. Et on se retrouve avec 0,1. Si on passe en pourcentage, on a donc bien notre 10% de croissance. Okay. Donc, ça a l'air de fonctionner. J'avais déjà nommé ces cellules-là. C'est pour ça que j'ai utilisé le underscore ici. Alors, une fois qu'on a ça, on va reprendre cette fonction-là ici et on va la récupérer pour la mettre dans une nouvelle formule qu'on va pouvoir appeler, par exemple, taux de croissance, ou vous utilisez une nomenclature qui vous intéresse. Alors, je voudrais avoir vos retours sur les nomenclatures dans une petite seconde, mais c'est l'idée. Donc, ici, j'ai utilisé ancienne valeur qui était déjà nommée. On aurait pu faire référence directement à D5, et aussi, ici, à D6, c'est pareil, c'est juste les noms qui existaient déjà à l'intérieur. Est-ce que c'est clair pour l'utilisation de lambda seul? Donc ça, c'est l'idée générale du lambda. Maintenant, on va reprendre la lambda. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre les parenthèses ici. Donc, je prends tout ça, CTRL-C, échappe. Est-ce que vous connaissez la touche de raccourci qui permet d'aller dans le gestionnaire de noms? F3. F3. OK, on est parti. Alors, F3, c'est coller un nom. Bon. Moi, je vais aller dans le gestionnaire de noms. Donc, c'est CTRL F3. Très bien, super. CTRL F3 ici, qui est l'équivalent d'aller dans Formule, gestionnaire de noms. D'accord? Dans Lambda, c'est très utile de la mémoriser parce qu'on est sans arrêt en train de passer de l'un à l'autre. Sauf si vous utilisez l'environnement de formule avancé. On va en reparler après. Alors, ici, je vais créer un nouveau. Je vais l'appeler, et là, c'est vraiment une nomenclature à votre niveau, donc ça dépend comment vous voulez nommer vos fonctions. Et il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez Dominique Andesman, on voit de temps en temps sur les forums, qui aiment bien des noms très très longs qui vont décrire parfaitement toute la fonction. Personnellement, j'ai du mal à retenir des noms très très longs, donc je préfère des noms plus courts, mais il y a une espèce de juste équilibre entre les deux. Donc ici, je vais l'appeler L, puisque je démarre toutes mes lambdas par un L. Et on va l'appeler taux de croissance. Taux de croissance. Là, encore une fois, soit vous l'écrivez comme ça, soit vous l'écrivez complètement en majuscule, ce qui peut être une bonne idée aussi, puisque ce sera reconnu. On peut utiliser le point comme séparateur. Et là, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Et ici, je vais coller donc ma lambda. Donc, je vais faire un petit zoom. On a le taux de croissance, et ensuite, on a fait référence à, et on va avoir tout. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis les parenthèses. Pourquoi je n'ai pas mis les parenthèses? Parce que je n'ai pas besoin de spécifier les variables. On va les rentrer directement à l'intérieur, puisqu'on les a spécifiées ici. Je valide par OK. On va regarder si ça fonctionne bien. Donc, celui que j'ai fait juste à l'instant, donc j'en avais fait un précédemment, donc je vais juste garder celui-là. Je vais l'appeler numéro 2 pour être sûr que je ne me mélange pas les pinceaux. Et ça va être celui-là qu'on va utiliser.
Alors, doit-on d'abord la créer dans la feuille Excel ou bien directement la mettre dans le gestionnaire de nom? On peut la mettre directement dans le gestionnaire de nom, notamment si vous récupérez la fonction sur Internet. Personnellement, je teste sans arrêt à l'intérieur parce que c'est toujours bien de les tester avant de les mettre directement dans le gestionnaire de nom. Mais on n'a pas besoin, on peut les mettre en direct à partir du moment où on a l'information ici. Je ferme et on va regarder si ça fonctionne bien. Donc, ouais. Okay. Je vais faire égal L. Donc, en faisant L, je vais avoir toutes mes informations, mon taux de croissance ici, et je vais avoir mon ancienne valeur, point virgule, ma nouvelle valeur. J'appuie sur Entrée, j'ai mis mon 10%, donc ça a l'air de fonctionner comme il faut. Voilà. Arrêtez-moi si vous voyez des erreurs, puisque je peux en faire, aucun souci. Alors, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut commencer à ajouter des tests à l'intérieur. Donc, par exemple, si je mets un 0 ici, évidemment, on va se retrouver avec des divisés par 0 qui vont arriver à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc, comment faire? On pourrait capturer l'erreur de diviser par 0. On a plusieurs méthodes. J'ai ici une méthode qui consisterait à utiliser la fonction si-erreur. Donc, on pourrait faire un si-erreur de la valeur qui est retournée et puis de donner un message. On pourrait capturer est-ce que l'ancienne valeur est bien différente de 0. Alors, je propose qu'on fasse ça. Donc, ici, on va avoir notre fonction lambda et on va capturer l'existence de la valeur qui serait à 0. Donc, on pourrait rajouter une fonction si l'ancienne valeur, puisque c'est celle qu'on va utiliser au dénominateur, est égale à 0, à ce moment-là, erreur, virgule, la valeur. L'ancienne valeur ne peut pas être nulle. Voilà. Sinon, on renvoie le reste du résultat. On n'oublie pas de fermer sa parenthèse au bout. Et on va regarder si ça fonctionne bien. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner. Si je remets mon 100, ça continue de bien fonctionner. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Si j'ai un 120, j'ai bien 8% de décroissance, donc il n'y a pas de souci. Une fois que ça c'est fait, je vais retourner dans le gestionnaire de nom, CTRL-C d'abord, CTRL-F3 pour le gestionnaire de nom. Je reviens sur mon taux de croissance, je le remplace ici, je valide, je ferme. Et là, si je mets 0, bien automatiquement, on a bien ceci qui a été ajusté. Donc, vous voyez la puissance de l'outil. Vous créez une fonction, la fonction va ensuite être réappliquée partout dans la feuille, là où vous avez utilisé cette fonction. Donc, c'est très, très pratique de ce point de vue-là, puisque vous n'avez pas besoin de revenir sur chacune des fonctions que vous avez fait ou vous avez repéré une erreur. Vous pouvez la changer une seule fois pour toutes. Évidemment, c'est très puissant aussi, mais il faut bien penser à est-ce que j'ai bien utilisé la fonction telle qu'elle était prévue au départ. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir de réfléchir à est-ce que je dois diviser la fonction en plusieurs étapes ou bien si je garde une seule grosse fonction comme ça. Donc, il y aura toujours un ajustement, je pense, à ce niveau-là. On peut revenir aussi dans le commentaire. Alors, il y a d'autres choses qu'on pourrait gérer. Si, par exemple, je mets pomme ici, bien, je me retrouve avec des valeurs d'erreur avec un dièse valeur. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on pourrait aller gérer et voir est-ce qu'il y a une erreur. Donc, c'est pour ça que j'avais fait un si-erreur ici qui va me permettre de capturer toutes les erreurs possibles. Mais après, ça dépend de jusqu'à quel point vous voulez que cette fonction soit robuste. Donc, il y a cette idée de robustesse qui est en lien avec ça. Je vais y revenir aussi un peu plus tard dans un exercice. Alors, une autre fonction simple, la fonction IR. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment on pourrait faire cette fonction-là? On peut mettre... moins 1. Oui, aujourd'hui moins 1. Donc, si je tape aujourd'hui moins 1, ça me donne bien hier. Maintenant, je voudrais créer une lambda qui me reprenne ça. Donc, on va voir si ça fonctionne en direct. Alors, pourquoi j'ai introduit celle-là? Hop, calculer. Alors, je ne sais plus si on est obligé de mettre un paramètre. On va voir, je crois que c'est comme ça fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est un point intéressant aussi. Vous pouvez créer des fonctions qui n'ont pas de paramètres à l'intérieur.
Si je reprends ça ici, CTRL-C, CTRL F3, est-ce que je l'avais déjà créé? A priori, non. Je la crée ici, je l'appelle LIR. Je colle. On va vérifier que ça fonctionne bien. Je ferme. Égal IR, LIR d'ailleurs. Et j'ai bien ce qui m'intéresse. Est-ce qu'on est correct? 28 juin, on est le 29 juin, donc c'est bon. On aurait pu faire d'autres choses avec des fonctions de date, etc. Mais aujourd'hui, -1 est probablement la plus simple. Alors, une autre fonction qui pourrait être utile à transformer en lambda, c'est la fonction qui permet de rapatrier le nom de la feuille. Alors, dans le nom de la feuille, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il y a moyen de l'utiliser. Alors, si vous l'avez déjà utilisé, vous savez que c'est un petit peu galère parce qu'il faut reprendre des noms de feuilles en fonction de droite, cellule, nom du fichier, etc. Alors, pour information, paniquez pas, ce fichier-là, je vous l'enverrai si... donc, on le mettra à disposition. C'est déjà discuté avec Daniel, donc vous pourrez revenir sur les fonctions s'il y a besoin. Ça, c'est une autre fonction qui fonctionnera uniquement dans les dernières versions d'Excel qui permet d'utiliser la fonction prendre. Donc, prendre va prendre une partie de ce qu'on a. Donc, si on regarde un petit peu, ça je le mentionne rapidement parce que la fonction prendre peut être utile dans pas mal de cas. Touche F9 pour calculer. Tac. Donc, je fractionne le texte en plusieurs cellules et que je ne dise pas de bêtises. On devrait y arriver ici. Il l'a calculé, voilà. On voit le E-document, il l'a fractionné ici. On a le point ici, nom de la feuille de calcul. C'est ici que ça se passe. Donc, touche F9 pour calculer. Au passage, si vous avez une des dernières versions, on va voir si ça fonctionne aussi là-dessus. Vous voyez aussi que ce n'est pas encore optimal, puisque on voit apparaître le nom juste au-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais dans les nouvelles versions d'Excel, vous voyez apparaître le nom qui est en fait le calcul de ce qui est sélectionné. Donc, si je double-clique sur A1, je vois apparaître C Gaëtan Mourment. C'est le calcul de ce qui est sélectionné. Donc, vous n'avez plus besoin de la touche F9. Sauf que là, il ne me met pas assez de choses, donc j'utilise quand même la touche F9 pour calculer. Après la touche F9, on appuie sur quoi? Échappe. Merci Diana. Et on l'a. Oui, alors texte après, on pourrait le faire aussi. Merci Nicolas, je n'y avais pas pensé. Donc, prendre, dans le prendre, on a -1 qui permet de revenir de prendre la dernière en partant de la fin. Donc, c'est une possibilité. Donc, je vais essayer texte après aussi. Donc, je pense que ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Je reprends ceci. Hop. Texte après, de ceci, point virgule, et je crois que le séparateur, c'était celui-là. Qui est encore plus simple, effectivement. Et j'aurais encore appris quelque chose. Merci Nicolas. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir reprendre cette information-là et la remettre dans la lambda. Donc, ici, j'ai repris simplement la formule et je l'ai remis à l'intérieur. Et j'ai essayé deux manières de faire, et il y en a une qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas. Et d'après vous, laquelle de ces deux-là fonctionne? Est-ce que c'est la 1 ou la 2 qui va fonctionner? Et si elle ne fonctionne pas, pourquoi? Dans la première, tu n'as pas défini la variable. Oui. Alors, on va regarder, on va les faire et on va regarder ce qui se passe. Donc, quand j'avais fait cet exemple-là, j'étais tombé sur ce problème-là. Je me suis dit, à quoi ça sert de mettre à 1? Peut-être qu'on peut le faire en direct. Donc, si je fais ceci, je retourne CTRL F3 dans mes formules, j'ajoute un nouveau. Je vais l'appeler L, nom, feuille. Je vais l'appeler, donc là, test 1. Et on va faire ceci. Je valide par OK. Et si vous voyez... Alors, est-ce que ça va fonctionner? On va faire L, nom feuille test 1. Ah, ça a l'air de fonctionner. Maintenant, si je vais dans une autre, je reviens ici et je fais L égale test nom feuille 1.
il continue de me renvoyer le nom de la feuille de calcul. Pourquoi? En fait, c'est assez vicieux. C'est-à-dire que si vous allez CTRL F3, si je reviens sur le nom de la feuille de calcul ici, on se retrouve ici avec non plus A1, mais A10. Et surtout, il a repris le nom de la feuille à l'intérieur. Alors que j'avais copié ici la formule sans le nom de la feuille, j'avais copié A1. Donc, au moment où il l'a transformé, il a repris, il l'a transformé en utilisant le nom de la feuille. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser une astuce comme ça. Et c'est pour ça que j'ai été obligé de passer par donc spécifier la cellule sur laquelle on est pour pouvoir retourner le nom de la feuille. D'accord? Donc, faites attention, ça fait partie des petites subtilités qui peuvent vous planter dans ce genre de choses. Donc, c'est la bonne méthode, ça va être celle-ci, hein, et on va définir donc à l'intérieur. Alors, je vais prendre la méthode du texte après, bon, ça va être encore mieux. Donc, je reprends la formule texte après qu'on a ici, CTRL-C, et là, je vais la transformer en lambda. Donc, ça va être lambda, parenthèse. J'ai besoin d'un paramètre qui va être la référence de la cellule. Alors, la même chose, dans des variables à l'intérieur du code VBA, il y a plein de manières de nommer vos variables. Comment vous allez nommer vos variables ici? Ça pourrait être underscore cellule, alors avec le underscore, puisque cellule existe déjà comme fonction, ou alors C si c'est une cellule. Là, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment de votre manière de programmer, puisqu'on définit une variable ici. Point virgule, alors moi j'aime bien être assez court, on va mettre cellule, ou alors cellule. Si vous l'êtes ultra précis, vous pourriez mettre cellule de référence permettant encore fini de mettre que des pages. De trouver la feuille. Donc, c'est vraiment à votre guise pour pouvoir choisir le nom de la variable. Ça va bien fonctionner l'un ou l'autre. Vous pourriez peut-être avoir des problèmes sur la taille, la longueur des formules ici, donc peut-être pas aller trop loin quand même. Et puis après, ça devient illisible. Voilà, donc on va juste l'appeler cellule ici. Alors, un seul L, je crois, comme ceci. Je crois. OK. Ici, je mets A1 pour tester. Je pense qu'il me manque une parenthèse. J'appuie sur Entrée. Si je mets A1, c'est mieux. J'appuie sur Entrée. Donc là, ma lambda ici fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est ce qu'on voulait voir. Donc, on va reprendre cette lambda-là et je vais la mettre donc sous forme de nom. CTRL F3. Donc là, on veut renvoyer le nom de la feuille. Je vais faire un nouveau. Je vais l'appeler L, nom de la feuille. CTRL V. Je n'ai pas pris les derniers paramètres. Et surtout, très important, je remplace le A1 ici par cellule. Égal. Je valide par OK. Je ferme et je teste tout de suite. Égal L. Donc, on a dit que c'était le nom de la feuille. Comment je l'ai nommé déjà? Ah. Tiens, je pense que je ne l'ai pas validé. C'était celui-là. Parfait. Donc, double-clic. Je vais l'appeler 3 pour la retrouver facilement. Égal L, nom de la feuille 3. Et je prends ceci. Ça fonctionne. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir reprendre ceci. Ah, merci Nicolas. Encore appris quelque chose. Pourquoi ça fonctionne bien si on n'a pas fait la référence? En fait, l'argument référence dans ta fonction cellule, il est facultatif. Excellent. D'accord. Bon, j'ai encore appris autre chose. Merci. Donc, nom de la feuille 3, ici en G25. Ça fonctionne. Et donc, ce que Nicolas disait dans le chat, c'est qu'on pourrait aussi l'avoir en direct sans avoir besoin de renseigner. Donc, je reprends la formule qu'il nous a donnée. Gestionnaire de nom, nouveau, ce serait L, nom feuille 4. Égal, on met ça. Donc, ici, il n'y a pas eu d'argument dans cellule. Donc, on suppose que ça fait référence au même endroit. L, nom feuille 4.
Je suis encore planté? Non, c'est bon. Et je ferme. Et ça fonctionne ici. Je vérifie que ça fonctionne bien de l'autre côté, mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et on a bien ma première lambda. Impeccable. Donc, encore merci. Ça permet encore d'améliorer ce qu'on est en train de faire et de minimiser le nombre de paramètres à rentrer. Voilà, donc vous voyez la puissance de ce genre de groupe. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? En multilingue, faites attention aussi, là j'ai utilisé non-fichier, il y a FileName aussi, donc il y a peut-être aussi des problèmes qui pourraient se poser si vous envoyez ça dans sur d'autres versions d'Excel. Je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, je crois que FileName est universel et fonctionnerait en français, si je ne me trompe pas, mais c'est quelque chose à garder en tête si jamais vous êtes habitué à utiliser non-fichier. Faites attention aux versions internationales. Je ne crois pas que mon fichier passerait sur un Excel en anglais. Je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, mais c'est quelque chose à garder en tête aussi. Pas de questions, on continue. Alors, let et lambda. Alors, let, c'est un petit peu la sœur jumelle de lambda. Moi, je l'utilise sans arrêt. Et en fait, au début, je construisais d'abord mes lambdas avec un let. Et puis, une fois que j'avais mon let qui fonctionnait bien, je le transformais en lambda. Pourquoi? Parce que si on commence à avoir beaucoup de paramètres à la fin, là, vous voyez, il y a des 5, des 6. Si on a 5 ou 6 paramètres, ça devient un petit peu difficile de savoir lequel correspond à quoi. Et quand on teste avec la lambda, et donc quand on fait un let, eh bien, on peut avoir toutes les fonctions directement disponibles. Alors, comment le let fonctionne? La grosse différence par rapport au lambda, c'est que vous définissez d'abord vos variables au début avec la valeur que vous lui attribuez. Donc, on va se faire un truc très simple. X, point virgule 1, point virgule Y, point virgule 1, point virgule X plus Y. Et donc, on obtient bien 2, il n'y a pas de souci. Donc, je définis la variable X. Je vais zoomer un peu. Ici. Alors, quand j'utilise les lambda, les lettres ici, ce que j'aime beaucoup faire, c'est faire des retours à la ligne. Donc, on va avoir plusieurs choses que vous pouvez faire quand vous utilisez le let. Alt en trait, espace pour bien mettre ensemble. Alors, vous voyez aussi que là, sur ma barre de formule, la fonte, la fonte, je crois, français, il me semble que ça. Donc, elle est bien espacée comme il faut et ce n'est pas le cas forcément chez vous. Donc, je pense que c'est en train de se mettre partout, police. Merci, Papier. Donc, la police de caractère qui est ici est en train d'être changée pour que ce soit beaucoup plus lisible, ce qui va vous permettre de faire un alignement vraiment parfait et de rendre les fonctions beaucoup plus faciles à créer. Donc, j'utilise Alt en trait, j'utilise espace ici, ce qui me permet de tout aligner. Ça, c'est bien. Alors, si vous avez Excel Lab, vous pouvez aussi aller voir ce qui se passe dans la grille. Et donc, vous allez aussi avoir accès à un gestionnaire de formules qui est intégré dans Excel et qui permet de gérer des formules un peu complexes. Donc ça, je vais le laisser ici pour voir un petit peu comment ça réagit. Le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez accéder au nom. Donc, je le présente maintenant, on pourra y revenir après. Et une fois que le nom a été créé, donc si je reprends par exemple le taux de croissance qu'on avait ici, je peux éditer la formule et vous voyez que l'indentation se fait automatiquement. Donc, juste pour ça, c'est déjà très intéressant. D'autres personnes vont utiliser des outils type Notepad++ pour pouvoir gérer leur formule, puisqu'on a maintenant accès vraiment avec let et lambda à un outil de programmation directement intégré dans Excel. OK, donc on continue. Alors, autre chose qui est très intéressant, c'est de placer le résultat comme variable à la fin de la formule. Alors, je ne sais plus comment j'étais tombé là-dessus, mais c'est très bien. Vous pouvez, supposons que vous êtes en train de construire cette lettre, elle est assez complexe, et vous voulez faire des calculs intermédiaires. À la fin, vous n'êtes pas obligé de reprendre X plus Y ici. Ce que vous pouvez faire, c'est faire résultat, point virgule, X plus Y, point virgule, à la ligne, et ici, je mets résultat. D'accord ? Ça revient exactement au même.
Donc là, ça ne change rien. Sauf que maintenant, ce que je peux faire, c'est faire mes calculs intermédiaires. Donc, j'ai besoin de savoir quelle est la valeur de y. Je peux simplement remplacer le résultat par le y et j'ai automatiquement la valeur du y. Donc, quand vous construisez des lettres qui sont un petit peu costauds, ça peut être très, très pratique parce que vous pouvez faire des calculs intermédiaires. Pourquoi je dis ça? Parce que supposons qu'on est ici, on va mettre par exemple multiple 1. Alors, je ne respecte pas ma nomenclature de tout à l'heure, je pourrais démarrer avec un underscore, un tiret de soulignement avant. Mais mettons ici, on a x fois y, point virgule, et on a le résultat qui serait multiple plus x fois y. D'accord? Là, si je veux avoir mon résultat, je mets le résultat ici. Donc, a priori, 1 fois 1 plus 1 plus 1, ça nous donne bien 3, on est d'accord. Et ce qui m'intéresserait, c'est de calculer le multiple ici. Et donc, je suis en train de débugger ma fonction à cet endroit-là. Et je me rends compte que c'est assez difficile parce que je ne peux pas utiliser la touche F9. Si je fais F9 ici, il me met un nom. Et ça, c'est très, très casse-pied. Parce que vous êtes en train de débugger et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Là, ça aurait dû fonctionner et bang, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous pouvez faire simplement, c'est remettre ici multiple, ce qui va vous permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur de la fonction et de ramener les résultats intermédiaires. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous faites des lettres qui sont un peu complexes. Des questions là-dessus? J'espère que j'ai été clair. Alors, là où vous pouvez commencer à combiner, c'est quand vous allez prendre une lambda et un let à l'intérieur. Donc ça, c'est la manière dont vous allez commencer à apprendre les informations et les regrouper tout ensemble. Vous prenez d'abord les variables qui sont définies dans votre future fonction. Donc là, j'aurai a et b, 2 et 3. Et ensuite, j'utilise mon let et je vais remettre une variable intermédiaire. Et ensuite, je reprends la suite. Donc, ici, on va se poser la question, quelles sont les variables que je passe en argument de ma future fonction? En l'occurrence, ici, ce sera x et y. Quelles sont les variables que je vais utiliser comme calcul intermédiaire? En l'occurrence, ici, ce sera multiple et résultat. D'accord? Donc, pour transformer cette lettre en lambda, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le 1 ici. Donc, ça, c'est après avoir bien tout testé. J'enlève le ici. Je vais remettre mon 1, point virgule 1. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, hein, mais on va faire comme ça. Je rajoute mon lambda ici. Le premier let, on va l'enlever puisqu'on va le réutiliser par la suite. Donc, lambda xy. Ici, je remets mon let et je ferme ma parenthèse. Je ne pense pas avoir fait d'erreur, on va vérifier tout de suite. Donc, ça nous renvoie 1 puisque c'est multiple. Si je mets maintenant mon résultat, j'ai bien 3. Si je mets 2, ça marche aussi. D'accord? Donc, voilà comment transformer une lettre en lambda. Donc, bien se poser la question, quels sont les arguments de ma lambda, que je vais aussi retrouver ici pour faire mes tests. Ensuite, je remets un let juste après et je peux réutiliser toutes les variables que j'avais définies précédemment. Ça va pour tout le monde? À un moment donné, je m'étais demandé si ça ne vaudrait pas le coup de créer une petite macro qui permettrait de transformer directement une lettre en lambda comme ça, et ensuite de l'intégrer dans le gestionnaire de noms. Je n'ai pas eu suffisamment besoin, mais ça pourrait être une idée, je ne sais pas, à voir. Est-ce qu'il y a des commentaires, des remarques, des choses que j'ai loupées? Ok. Alors, comment nommer les fonctions? Quelles règles pourrait-on utiliser pour nommer les fonctions? Je voudrais que dans le chat, vous ayez une idée de ce que vous voulez mettre dans les noms des fonctions. Alors, quelles sont les règles que vous pourriez avoir? Merci Frédéric, à bientôt. Donc, réfléchissez 2 minutes. Quelles règles vous pensez utiliser pour la suite pour nommer vos fonctions? Si vous avez déjà fait du VBA, vous avez déjà créé vos propres fonctions, ce qu'on appelle les UDF, User Defined Functions. Et quelles sont les règles qu'on pourrait mettre en place? Je vous laisse une petite minute pour donner des suggestions dans la boîte de dialogue.
OK, donc on reprend effectivement même nomenclature. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, un des challenges aussi, ça va être d'avoir la même nomenclature à l'échelle de l'entreprise, puisque je pense que ça, c'est un des plus gros challenges qu'on va avoir à faire. Pas d'espace à l'intérieur, absolument. Non bien parlant. F au début, ça peut être une nomenclature aussi. Merci Pierre, toujours la même règle, absolument. On démarre avec le F. Alors, le point à la place de l'underscore, ça pourrait être une idée aussi. Pas de chiffres. Alors, je crois qu'on est autorisé à avoir des chiffres, il me semble. Et en minuscules pour les différencier. Si on les met en minuscules, je crois qu'on perd la fonctionnalité comme quoi la fonction va se remettre en majuscule pour être identifiée. Je ne sais pas si tu gères ça, Nicolas, quand tu fais une faute de frappe, par exemple. FX en minuscule comme préfixe. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choses qu'on a là. Alors, si vous regardez un peu ce que Microsoft fait, c'est pas évident parce que on a égal 6 non dispo avec 6.non.disp et derrière, on a quelque chose qui s'appelle 6 erreurs où tout est collé. Donc, même Microsoft en interne n'est pas clair au niveau de sa nomenclature, ce qui est quand même dommage. Ce qui veut dire qu'ils n'ont sûrement pas de document récapitulatif. Et avec Frédéric, on avait interagi un petit peu pour les traductions. On n'a pas pu dire tout ce qu'on voulait, mais pour les traductions des nouvelles fonctions. Et on sent bien qu'il n'y a pas une nomenclature très claire. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à bien penser. On a déjà pas mal de choses. Je pense que la règle, c'est d'avoir toujours la même règle pour que vous y retrouviez par la suite dans vos fichiers, voire avoir une règle au niveau de l'entreprise si vous avez beaucoup de classeurs qui sont partagés. Alors, je vais aller un peu plus loin sur comparer deux plages. Alors ça, c'est une fonction que j'utilise assez régulièrement, qui peut sûrement être encore améliorée. Et l'idée, et c'est un cas pratique qu'on a assez souvent, vous êtes en train de faire une transition d'un logiciel vers un autre, d'une application vers une nouvelle application, et vous voulez vous assurer que tous les calculs sont les mêmes parce que vous avez changé des valeurs, vous avez changé des processus, etc. Et donc, vous voulez comparer ce tableau-là avec ce tableau-là en vous assurant que toutes les valeurs soient exactement identiques et de repérer où ça se trouve. Donc, je me suis amusé à faire une fonction en lambda qui permet justement de comparer ces deux-là. Alors, elle n'est pas infaillible, j'ai eu quelques cas où j'avais des erreurs, mais on va voir un petit peu comment elle fonctionne. Donc, on va avoir ici une fonction. Alors, la fonction est un petit peu difficile à visualiser. On va voir si on est capable, avec la grid, d'avoir quelque chose de plus clair. Et comme vous le voyez, elle m'a automatiquement repris ma fonction. Et donc, ça va être plus facile à lire. D'accord ? Donc, l'environnement de formule peut être très utile en outil de débogage pour pouvoir avoir accès à une fonction qui est bien structurée, ce qui n'était pas le cas ici. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que je ne sais plus pourquoi je n'ai pas bien structuré. Je crois que j'ai fait un copier-coller de mon site. Donc, on a une lettre, on a une plage 1, une plage 2, qui sont les deux tableaux que j'ai définis. Et ensuite, on va faire plage 1 égale plage 2. Alors ça, si vous êtes nouveau dans les dernières versions d'Excel, eh bien vous savez que vous pouvez faire égal ça qui est égal à ça, ce qui va nous renvoyer toute une série de vrais-faux. D'accord ? D'où maintenant l'idée de faire la somme si c'est la somme parenthèse si plage est égale à 2, on retourne 0, sinon 1. Et donc, l'idée ici, c'est de vérifier est-ce que toutes les valeurs sont à vrai. Si toutes les valeurs sont à vrai, on ne retourne aucune erreur. Sinon, on va faire des erreurs possibles en. Et là, j'ai fait une formule un petit peu plus complexe. Je ne vais pas m'étendre sur la formule ici, mais ça permet de récupérer et de repasser par l'adresse des plages qui ne sont pas identiques. Alors, probablement qu'on peut faire quelque chose de peut-être plus simple avec les nouvelles fonctions de map ou scan ou by row, by column, à voir. Je l'avais fait il y a déjà un moment. Et donc, on se retrouverait avec ceci.
Donc ça va permettre de nous renvoyer les informations des cellules qui sont différentes. On rejoint tout avec une barre de fraction, et donc ça, ici, ça nous permet de renvoyer les erreurs possibles, qui sont donc identifiées, comme on l'a vu ici, erreurs possibles en, et donc on va l'avoir ici, D7, et je récupère l'information qui est différente, 2 et 4. Ensuite, en C8, C et GG. Donc, ça va être, ici, on a C et GG, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est une fonction qui est assez complexe, qu'on peut ensuite remettre sous forme de lambda. Donc, j'ai fait d'abord ma première construction avec un let. On n'est pas obligé, on aurait pu passer directement en lambda. Mais personnellement, je trouvais que c'était plus simple. Ensuite, j'ai ma fonction lambda. Je vais revenir dans le lab, et on voit apparaître ici ma lambda, plage 1. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est nommé top set plage 2, mais donc... Ah oui, je crois que j'avais fait une nuance pour reprendre uniquement la hauteur, comme ça me permettait de ne pas avoir à reprendre l'intégralité. Donc, l'utilisation d'une décalée qui me permettait de reprendre la même plage que celle qui était ici, puisque j'avais eu des erreurs si je sélectionnais des plages qui étaient différentes dans ce que j'avais fait précédemment. Et on va reprendre cette lambda-là, et on a besoin juste de tableau 4 et de la correspondance ici. Donc, uniquement la première cellule en haut à gauche de la plage avec laquelle je veux comparer. Parce qu'effectivement, ici, plutôt que de devoir sélectionner ça, si on disait ça par rapport à ça, évidemment, on veut comparer des plages avec le même nombre de lignes et de colonnes, d'où la petite modification que j'avais faite ici dans cette fonction-là. D'accord? Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on peut encore améliorer. Donc ça devient vraiment intéressant. Ici, on a quasiment un langage de programmation. Hein. C'est du langage de programmation fonctionnel, au sens où on récupère des fonctions, qu'on imbrique les unes dans les autres. Donc là, on se retrouve vraiment à quelque chose de très puissant. Et une fois qu'on a ça, on va passer cette lambda. Donc, je ne le refais pas, mais on reprend tout ça. On la met dans notre fonction, comparer de plage. Et ensuite, si je ne me trompe pas, celle-là est déjà faite comme il faut. Et il va y avoir une comparaison directe avec une première plage et la cellule qui se trouve en haut à gauche, qui va donc nous permettre de comparer ça et nous renvoyer des informations qui sont différentes entre les deux plages. Ça va pour tout le monde? Donc évidemment, là je vous l'explique en 5 minutes, mais j'y ai passé quelques heures pour aider à la faire, on est d'accord? Donc pas de panique. Mais voilà. Autre chose que vous pouvez faire, que je fais qui est parfois plus simple que de créer une lambda, j'ai fait ceci qui permet de remplacer automatiquement quelque chose par une formule. Alors, si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être dû voir, si je tape II comme ça, espace, j'ai automatiquement mon index EQUIF qui revient en direct. Je crois que je m'étais fait RX aussi pour recherche X. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire très très facilement, et surtout, c'est un très gros avantage, c'est que vous pouvez les stocker, et c'est stocké au niveau d'Office. Ça veut dire que si je tape ça dans Word, ce qui est ici, sauf erreur de ma part, si je tape RX espace, je vais aussi l'avoir dans Word. Donc, juste garder ça en tête. C'était Win Hopkins qui avait montré ça à un moment donné. Comment on fait ça? Vous allez dans Fichier, Options, Vérification, Options de correction automatique. Si quelqu'un a un raccourci pour aller ici en direct, please. Et ici, vous avez l'ensemble des corrections automatiques. Et donc, si je tape FCOMP, je vois apparaître ici, et ici, je ne peux pas vous montrer, donc c'est juste deux copier-coller à faire. Eh bien, dès que je tape fcomp, je vais le remplacer par tout ceci. Donc, si vous n'avez pas encore de lambda, ou si vous avez une lambda que vous utilisez, mais pas fréquemment, vous ne voulez pas intégrer dans le fichier, vous pouvez prendre des fonctions un peu complexes qui ressemblent à des lambdas, mais qui ont des lettres, et vous pouvez les intégrer à l'intérieur ici, que vous pouvez appeler par la suite. Donc, c'est exactement ce que j'ai ici, parce que j'ai mon fcomp qui est disponible en direct. Donc, ce n'est pas une lambda en soi, c'est une belle lettre, et je l'appelle quand j'en ai besoin.
Voilà. Alors, il y a quelques petites subtilités. Une première, c'est que ça va pas fonctionner lorsque je passe d'anglais à français, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Et puis, en dehors de ça, je pense que c'est ça. Alors, la portée d'une lambda, à ma connaissance, c'est au niveau du classeur. Exactement, c'est ça. Donc, je lis le commentaire de Nicolas. D'ailleurs, quelle est la portée d'une lambda? Pour moi, c'est au niveau du classeur, avec une petite nuance qu'on va voir après, mais je n'ai pas encore testé à fond. Et passer par la correction automatique, on le raccourci dispose sur tous les fichiers, mais la lambda reste dans un classeur. Et je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que ici, la correction automatique est très intéressante dans pas mal de cas. Donc, si vous avez créé une lambda qui est assez costaud, vous pouvez aussi reprendre la correction automatique pour la tester. Oui. Bonne idée aussi, Daniel, on peut enregistrer et modifier le modèle par défaut. Je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas assez rigoureux sur la création des modèles, mais effectivement, c'est une bonne idée. Et il me semble, et je ne l'ai pas testé, j'ai vu Owen Price faire des tests avec, il me semble qu'on peut aussi utiliser GitHub pour stocker les lambdas. Donc, vous pouvez mettre vos lambdas sur Internet, sur GitHub, et ensuite les recharger avec l'importateur ici. Ce qui permet aussi de partager les lambdas au niveau d'une entreprise. Ça, c'est la théorie. Je ne l'ai jamais fait en pratique. J'ai vu des gens le faire, mais je n'ai jamais eu le temps de vraiment bien l'appliquer. Donc, c'est peut-être quelque chose à tester, peut-être avec un client, si c'est quelque chose qu'ils veulent avoir. Vous voulez avoir vos lambdas disponibles directement, ou en tout cas appelables à partir de ça. Et vous avez votre GitHub, vous avez un module. Dans le module, vous pouvez stocker vos lambdas qui sont ensuite réimportés dans Excel. Ça, c'est la théorie. En pratique, je ne l'ai pas fait, donc ça peut être quelque chose que vous pouvez regarder. OK, donc s'il y en a qui réussissent, n'hésitez pas à le dire en LinkedIn ou ailleurs. OK, si vous voulez voir le détail avec une vidéo qui représente ça, vous pouvez aller ici pour voir. Et ça, c'est la fonction let, donc je pense que c'est à peu près la même chose. Alors, pas de lambda dans Excel, c'est ce que je disais juste à l'instant. Donc, vous pouvez aller dans les options d'Excel, vérification, options, et puis vous faites ça. Petite nuance aussi, vous avez un nombre de caractères limité dans ce que vous pouvez remplacer ici. Donc, vous pouvez peut-être bloquer à ce niveau-là. Donc, gardez en tête ceci. Alors, lambda dans lambda, ça c'est extraordinaire. Vous pouvez créer une lambda dans une lambda dans une lambda. Donc, je vais essayer de faire un exemple. Ici, l'objectif, c'est de remplacer un caractère par le chiffre 9. Vous êtes en train d'essayer de coder quelque chose et vous les remplacez par un chiffre 9. Donc, on a la fonction substitut. Donc, ça, c'est une fonction Excel. Je prends par exemple ABC. Ah non, pardon. Oui, c'est ça. ABC. Mon ancien texte, ça va être le A et je veux remplacer, mettons, par 9. Donc là, j'ai moi qui a bien été remplacé par le 9. Et je me dis, ça, c'est intéressant, mais je voudrais faire ça plusieurs fois. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer une lambda à l'intérieur de vos fonctions. Et là, j'ai créé une lambda à l'intérieur de mon let. Donc, on va analyser un petit peu cette fonction. Alors, je ne sais pas si on voit mieux avec le lab. On va revenir sur la grille. Ah oui, alors, quand vous utilisez Excel Lab ici, très, très important, vous revenez 15 ans en arrière, vous utilisez le bouton Save. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez avoir des blagues. Et aussi, si vous venez de passer une demi-heure dessus et que vous appuyez sur le bouton Save, je vous conseille aussi de faire un copier-coller, juste au cas où ça plante. Ça m'est arrivé une paire de fois où j'ai perdu une demi-heure parce que j'avais pas, au moment de faire le save, il m'avait planté ou je sais plus quoi. Donc faire des copier-coller régulièrement, ça peut être utile à ce niveau-là. C'est encore en développement, donc c'est pour ça que c'est le lab. Mais je pense que ça va être un super outil à terme. Donc enregistrer, bien penser à enregistrer avant de faire quelque chose. Donc c'est quand même très chouette puisque en fonction de l'endroit où vous êtes, vous voyez apparaître la formule. La formule ici est beaucoup plus lisible. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une string ici qui va être ABCD. Ça, c'est ma variable string. Et
j'ai S ici, qui en fait n'est pas une variable, mais une fonction, et c'est une fonction que j'appelle avec lambda ici. D'accord? Et c'est une fonction qui va simplement remplacer un texte par la valeur 9, ici. Donc, le texte est remplacé par la valeur 9. Donc, j'ai réutilisé substitute ici, mais je l'ai en quelque sorte figé pour que la valeur de remplacement soit toujours le 9. Ce qui me permet ensuite à l'intérieur de faire une imbrication de S. Et donc, je fais un substitut de ici la string avec A, puis la string du résultat avec D, puis la string du résultat avec C. Donc, A, D et C vont être remplacés par le 9 en direct ici à l'intérieur. D'accord? Ce n'est pas une fonction que j'utilise tous les jours, je n'ai jamais utilisé, mais je voulais juste faire un exemple simple de fonction où vous pouvez voir comment vous pouvez créer une lambda qui va être réutilisée à l'intérieur. Alors, c'est le genre de choses où je crois que j'ai fait une fonction de ce style pour un recherche X qui était assez costaud et j'en avais ras-le-bol de devoir retaper le recherche X à chaque fois. Donc, je me suis fait une lambda recherche X dans lequel il n'y avait qu'un seul paramètre qui changeait. Tout le reste était la même chose et je pouvais utiliser ma recherche X où je voulais à l'intérieur de mon let. Donc, sur des fonctions, ça peut peut-être vous donner des idées. Donc, vous pouvez utiliser des lambdas qui sont définis ici en direct. Ça va pour tout le monde ? Donc, plus une idée qu'autre chose, et puis aussi avoir connaissance que ça existe. Et donc voilà comment ça a été créé. Très simplement aussi, on peut utiliser, donc là j'ai fait else substitute par 9. Donc vous pouvez aussi figer une fonction Excel pour dire, quelle que soit la valeur, je veux le remplacer par 9. Ça permet de figer. Je vais juste regarder, CTRL F3, à quoi elle correspond. Donc, c'est simplement la fonction substitute, mais j'ai mis un 9 ici. OK. Fonction d'assistance. Alors, j'ai repris quelque chose qui avait été inspiré par Nicolas et Owen Price. C'est la fonction, les fonctions d'assistante sont très, très, très puissantes. Si vous regardez les challenges qui sont régulièrement postés sur Excel, vous allez voir qu'elles sont utilisées sans arrêt maintenant. Pourquoi? Parce que c'est quasiment des boucles, en fait. Vous pouvez reprendre chacune de ces fonctions-là et les voir sous la forme d'une boucle qui va boucler à travers quelque chose, rajouter des informations, les enlever, faire une boucle sur les colonnes, faire une boucle sur les lignes, faire une boucle sur une table complète. Donc, vous pouvez reprendre chacune de ces fonctions-là si vous avez envie de les comprendre, si vous avez déjà une bonne connaissance en VBA, et voir quel est le code VBA qui est derrière, qui en fait explique ce que la fonction fait. Une fois que vous avez fait ça, ça va vous permettre vraiment de la comprendre en profondeur. Je vais juste faire un exemple simple avec bycall pour que vous compreniez ce qui se passe, mais c'est des fonctions où il faut vraiment jouer avec pour bien comprendre en profondeur ce qu'il y a. Donc, je pourrais vous les expliquer, mais réellement, prenez le temps, prenez des exercices, reprenez des challenges qui existent et puis plongez-vous dedans parce que ce n'est pas des fonctions qu'on apprend facilement, je pense. En tout cas, ça m'a pris un peu de temps. On va prendre la fonction coefficient de corrélation ici. Donc, c'est un coefficient de corrélation entre deux colonnes. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est de faire une fonction qui va automatiquement se reporter vers la droite. Donc, pour ça, ce qu'on peut utiliser, c'est la fonction bycall. Alors, bycall, si on regarde un petit peu donc, bycall, CTRL-SHIFT-A, on a une matrice et une fonction. Alors, malheureusement, c'est toujours un cauchemar parce que les fonctions sont très mal expliquées, je trouve, à ce niveau-là. Si je fais F1, ça devrait nous aider un petit peu, peut-être, un jour, oui. Et donc, on va avoir le tableau, on a la lambda et la colonne. D'accord? C'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas idéal. Et là, vous pouvez faire quelques-uns des exemples qu'il y a là. Donc, A1 à C2, la lambda, l'array qui correspond à chacune des colonnes. Et ensuite, je fais la transformation qui m'intéresse. D'accord? Donc, dans cet exemple-là, ce que j'ai fait, c'est que je vais enlever le exclure pour le moment. Je reprends ici my bycall, ma lambda, et j'ai simplement repris le coefficient de corrélation entre P, donc qui est la première colonne de ça,
Donc, je passe colonne par colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, etc. J'ai mon P et je décale ma colonne de 0 vers le bas et de une colonne vers la droite. Donc, ça me permet de faire un coefficient de corrélation entre cette colonne-là puis cette colonne-là, quand je suis ici, entre cette colonne-là et celle-là, et je continue jusqu'au bout. Évidemment, on a un dièse divisé par 0 ici qui nous intéresse pas du tout, donc on veut le supprimer. Pourquoi il y a un divisé par 0? Parce qu'on essaye de comparer avec la colonne qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, CTRL Z, on va exclure la dernière colonne. La dernière colonne, on l'utilise ici. Donc là, on exclut les rows, là, les colonnes, et ici, on exclut simplement la dernière colonne. D'accord pour tout le monde? Ce qui nous permet d'avoir le résultat qu'on a ici. Alors, là où ça devient vraiment très intéressant, vous pouvez simplifier la formule ici avec L coef corps de colonne. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce truc-là, c'est une lambda. Vous voyez ici que vous avez une lambda, en fait. Cette lambda-là, vous pouvez la reprendre, la passer dans un nom, réutiliser ce nom à l'intérieur des fonctions d'aide de lambda. Je répète parce que c'est pas intuitif. Vous pouvez avoir une lambda ici. Donc, vous voyez, là, dans bycall, je m'attends à une lambda. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi ils n'arrêtent pas d'utiliser lambda ici? C'est casse-pied. À chaque fois, il faut que je réécrive lambda. Et en fait, réellement, c'est une vraie lambda au sens où vous pourriez remplacer ça par une lambda, par un nom que vous avez créé avec une lambda. Donc, si je reprends L coefficient corrélation de deux colonnes, ce nom-là, on va regarder à quoi il correspond. J'ai ici quelque chose qui est très similaire à ce que vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Donc, on retrouve le coefficient, enfin, pardon, la colonne, le décalage. Hop, on mélange avec mes touches. Et ensuite, on a le coefficient de corrélation entre les deux colonnes. D'accord? Et une fois que j'ai ça, eh bien, je peux reprendre ce qu'on a mis ici et le remettre à l'intérieur ici, et c'est disponible. D'accord? Quand je l'ai fait, faites très attention au nombre de paramètres, puisqu'on s'attend à un certain nombre de paramètres. Donc, il faut respecter le nombre de paramètres attendus dans la lambda qu'on utilise ou dans la fonction d'aide de lambda qu'on utilise. Pourquoi je dis ça? Parce que si, par exemple, je regarde, je crois que c'est scan, si je ne me trompe pas. Hop, je vais regarder l'aide pour scan. Dans scan ici, vous avez, par exemple, cumul valeurs. Ça veut dire que vous avez deux paramètres. Donc, dans la lambda que vous allez créer, il va falloir reprendre ces… pardon, scan… non, scan n'a qu'une seule valeur, puisque la valeur, c'est le calcul. Alors, ce n'est pas une bonne, on va prendre map. Hop. On peut trouver. Make-array qui n'a pas été traduit en français, mais tant pis. Voilà, donc make-array ici, on a deux paramètres, on a la ligne et la colonne. Donc ça veut dire que lorsque vous avez créé votre lambda, que vous voulez réintégrer dans un make-array, il faut bien spécifier dans votre lambda que vous avez deux paramètres qui seront la ligne et la colonne. D'accord? C'est juste une petite subtilité que je voulais mentionner. Voilà, je crois que ça fait le tour ici. Et donc, on a ça. J'imagine qu'on doit pouvoir mettre ça sous forme d'une lambda. Je ne l'ai pas fait, mais ça devrait se faire. On va le tester tout de suite. Comme je ne l'ai jamais fait, je vais sûrement me planter. Donc, de quoi on a besoin ici? On a besoin de la plage qui correspond à la colonne. Donc, on va d'abord créer la lambda en direct ici. Je vais avoir ma colonne, point virgule. J'ai mis mon tiret de soulignement au début. Exclure. Ça, alors C4J36, donc ce n'est pas la colonne, c'est la plage au complet. Donc, je vais remplacer par plage. Ici, c'est ma plage au complet. Impeccable. Je ferme ma lambda, j'ouvre une parenthèse et je resélectionne ma plage ici. On va déjà voir si ça fonctionne. Alors, ça, c'est aussi un truc très casse-pied. Quand vous ne fermez pas la parenthèse à la fin de la lambda, il vous met une multiplication à la place. Je reviens en arrière, je refais juste pour que vous compreniez ce que j'ai fait. Je suis ici, j'ai bien tout tapé.
J'appuie sur Entrée. Pour toutes les fonctions, sauf la lambda, il va rajouter la parenthèse à la fin. Ce qui est une touche de raccourci. Ça me fait économiser un clic en général. Sauf que là, si j'appuie sur Entrée, il me propose une formule avec la modification, mais il me rajoute une multiplication ici, ce qui est potentiellement très dangereux. Donc, je fais non ici et je dois remettre la... Oui, merci Nicolas, on va faire remonter. Donc là, ma lambda a l'air de fonctionner, parfait. On va voir si ça fonctionne jusqu'au bout. CTRL-C échappe, CTRL-F3, nouveau. Je commence à fatiguer. Donc, un nom intelligent, on va mettre corrélation par colonne, là, et CTRL-V. N'oubliez pas non plus que vous pouvez mettre vos commentaires à l'intérieur. Permet de retourner une page de corrélation, calculant corrélation par colonne. Bah, je paye par OK. Hop, je ferme. Donc, elle s'appelle bien L corrélation par colonne. On va regarder si ça fonctionne. L corrélation par colonne. Je reprends ma plage au complet. J'appuie sur Entrée et ça fonctionne. Et vous voyez ici que c'est quand même extraordinaire parce que ça veut dire qu'Excel est capable de gérer une lambda ici, qui est définie avec mon coefficient de corrélation ici, et aussi qui est reprise à l'intérieur. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour créer leur moteur de calcul, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir que les fonctions qu'on crée peuvent être réutilisées dans d'autres fonctions qu'on crée à l'intérieur du gestionnaire de données. Voilà, moi, je trouve ça assez extraordinaire. Je ne sais pas comment ils ont fait. Voilà, donc je pense que là, ça vous donne déjà des choses en plus. En is-omitted, alors, j'ai fait un petit récap ici qui peut peut-être vous servir. J'ai essayé de réfléchir un petit peu à tous les cas possibles. Vous vous souvenez, au tout début, avec ma petite fonction débile de taux de croissance, on avait plein de problèmes possibles. Si la cellule est vide, s'il y a des noms, s'il y a du texte à la place des noms, etc. Et donc là, on se retrouve ici. Alors, j'ai essayé de refaire toute une série de choses qui pourraient nous indiquer comment les erreurs sont gérées. Donc, on a 6 erreurs, 6 non disponibles qui permettent de récupérer le CNA. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit par CNA, mais ce n'est pas grave. Le ENA, le ER, sans erreur, le erreur. Et vous voyez ce qui est capturé ou pas. D'accord ? Donc, ça peut vous donner aussi des idées pour, au début de la fonction, voir, tiens, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ? Donc, je ne l'ai pas fait, j'aimerais bien le faire à un moment donné, c'est de créer une sorte de gestionnaire d'erreurs qu'on mettrait au début d'une lambda et qui vérifierait que tout est bien comme il faut. Donc, on pourrait imaginer premier argument et on pourrait dire, voilà, ça doit être absolument des nombres. Et si ce n'est pas des nombres, eh bien, on reprend toutes les valeurs d'erreur qui existent ou on met un message. D'accord ? Donc, on a et numérique. Pour tout ce qui est différent numérique, c'est-à-dire tout ça, eh bien, on va avoir ce message-là. Donc, ça peut être utile. D'où, si je reviens sur la première lambda ici, je peux avoir ici, plutôt que dire est ancienne est égal à 0, ici, on pourrait mettre enum. Ça ne gérerait pas le 0, mais ça serait déjà une première étape. Donc, vous voyez que ça peut être quelque chose que vous pouvez développer pour vos propres fonctions si vous voulez les rendre très, très robustes. Évidemment, il y a un coût de développement qui est associé à ça. C'est un peu comme en VBA ou de mettre en place un gestionnaire d'erreurs qui soit très puissant. Il existe aussi une fonction qui a été ajoutée avec les lambdas, c'est la fonction isOmitted. Vous savez, dans certaines fonctions sur Excel, vous pouvez ou pas rajouter des informations. Donc, par exemple, recherche V. Vous voyez ici que vous avez les 2 petits crochets. Ce n'est plus vrai partout sur toutes les fonctions, mais c'est vrai sur la majorité des fonctions. Quand il y a les crochets, ça veut dire que la valeur n'est pas obligatoire à rentrer. Et donc, il y a une gestion de la valeur qui n'est pas obligatoire. Et en l'occurrence, là, on sait, si vous l'avez fait, je pense que tout le monde connaît bien recherche V, que, il y a une valeur proche par défaut, et d'où plein d'erreurs qui ont pu se propager dans les feuilles de calcul. Donc, c'est la première chose que vous vérifiez quand vous avez une erreur sur une recherche V. Est-ce qu'il y a bien la bonne valeur ici? Donc, ça, c'est une
bêtise de ne pas l'avoir mis obligatoire, parce que la valeur par défaut est une valeur proche et ça génère tout un tas de problèmes. Mais donc ici, le isOmitted permet de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que je peux gérer le fait qu'une valeur ne soit pas rentrée, et si elle n'est pas rentrée, je peux décider de ce que je vais faire. C'est bon pour tout le monde? Il y a joindre texte aussi, qui est une petite nuance. Par exemple, ignorer vide peut ne pas être rempli, alors qu'il n'y a pas les crochets. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais si vous ne mettez rien là-dessus, il va récupérer, je ne sais plus laquelle, et vous n'avez pas besoin de la remplir. Mais il n'y a pas les crochets pour autant. Donc, il y a une nomenclature ici qui n'a pas été respectée par Microsoft. Alors, donc vous gérez le isOmitted ici. Je pense que c'est assez peu utile, mais c'est bon à savoir. Alors, si vous avez une série de lambda, vous pouvez copier un tableau de lambda et les remettre ailleurs. Donc, par exemple, si je vais sur... ça, ce n'est pas toutes les lambdas, mais j'ai repris simplement certaines des fonctions ici. Je prends ceci, CTRL-C, CTRL-N pour un nouveau. Je colle, CTRL-F3, et je me retrouve ici avec les noms qui ont été copiés en même temps. Donc, dans les bonnes pratiques, je dirais, si vous êtes le seul utilisateur de votre fichier, voire même avec plusieurs, créez-vous un fichier, ou plutôt une feuille dans laquelle vous allez rentrer toutes les lambdas avec la description, le nom, etc. Donc ça, c'est mon fichier de démonstration ici. J'ai un autre gros fichier où j'ai une trentaine de lambdas, et comme ça, je peux facilement aller les rechercher. Si j'ai besoin juste de ça, je crois que ça marche aussi. Et donc là, CTRL F3, eh bien, il vient bien récupérer ma lambda. D'accord? Donc, c'est à la fois une bonne pratique de documentation et en même temps, ça vous permet d'aller chercher vos lambdas assez rapidement. GitHub pourrait aussi aider dans ce sens-là. C'est une petite truc astuce. Remplacer une chaîne par contrôlage dans une formule complexe. Alors, je vais essayer... Supposons par exemple... c'est pas un bon exemple ici. Voilà, par exemple, ici, on a quelque chose d'intéressant. Là, supposons que vous soyez planté et que vous dites, tiens, je ne veux pas utiliser plage 1 et plage 2 parce que ce n'est pas assez parlant, je dois avoir plage de départ et plage de comparaison. D'accord? Pour remplacer ça, l'astuce, si vous faites un CTRL-H là-dessus et que vous faites, par exemple, plage 1 et vous le remplacez par underscore plage 1, ça va le remplacer dans l'intégralité de la feuille. D'accord? Par contre, donc, je vais faire un petit test ici. Je vais reprendre cette formule-là, je vais la remettre dans un autre classeur pour ne pas faire de bêtises avec le mien. Voilà. On a un nom qui manque parce que les tableaux ne sont pas définis, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. OK. Donc là, j'ai aucune erreur. Si je fais 15, j'ai mon erreur. Maintenant, si j'ai une autre formule qui dit égale plage 1, qui refait un let ici, plage 1, comme ceci, point virgule 1, point virgule, peu importe. Je ne veux pas remplacer plage 1 qui est là. Donc, si je me mets ici et que je fais CTRL-H, que je remplace plage 1 par plage 1, je fais remplacer tout. Ça me l'a remplacé ici et je suis U. Pourtant, j'avais sélectionné uniquement cette cellule. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour pouvoir le faire? Donc, je vais annuler, CTRL-Z. Ce que vous faites, c'est que, on va faire la même chose, mais vous sélectionnez une cellule en plus, vous faites CTRL-H, et ensuite, vous faites remplacer tout. Okay, et là, il ne l'a pas remplacé. Donc, si vous sélectionnez une cellule en plus, ça va permettre de faire le remplacement sur la sélection, mais la sélection comprise comme étant uniquement 2 cellules, et non pas à l'intérieur. Donc ça, c'est très pratique parce que assez souvent, on doit remplacer beaucoup de choses à l'intérieur d'une formule, et ça devient un peu galère. Alors, il y a Daniel qui nous dit qu'on peut aussi aller dans l'éditeur avancé de formules, que je n'ai pas utilisé pour ça, mais peut-être, oui. Je vais voir. Il y a un contrôlage qui existe là? Ah oui, super, génial. Bon, bah, c'est génial, encore appris autre chose. Merci Daniel. Donc, mettons, je veux remplacer plage 2 par plage 2. S'il nous les souligne, c'est parfait. Et ça, j'imagine, ça remplace.
Excellent. Donc encore mieux ou différent. On va voir. Pas oublier. Donc là, le truc, c'est que si je clique ici, je reviens, il ne m'a pas changé plage 2. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore appuyé sur enregistrer. Donc faites très très attention à ça. Le bouton enregistrer, c'est encore un réflexe à la Schtroumpf qu'il faut se remettre en tête. Voilà. Donc ça, c'est bien. Où est-ce qu'on en est ici? Bon, la touche F2, vous la connaissez, qui permet d'éditer une formule en direct. Évidemment, c'est très très pratique. CTRL F3, on en a parlé. Windows V, pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous permet d'accéder à tout ce qui a été copié dans le presse-papier. Aussi extrêmement pratique, surtout avec les lambda, puisque vous allez avoir à faire des copier-coller entre le gestionnaire de noms, sauf si vous utilisez l'environnement de formule avancée. Quelque chose qui peut être pratique aussi si vous aimez beaucoup les variables avec un seul caractère. Ce que je ne recommande pas forcément, mais il y a des gens qui s'amusent à faire des formules les plus courtes possibles. Et donc, pour ceux qui aiment ce genre de challenge, C, E et R sont très souvent transformés à cause de la correction automatique. Donc, vous pouvez aller directement désactiver dans Fichier, Options. Vous n'avez pas besoin du copyright souvent. Vérification, option de correction automatique. Et donc là, si vous tapez C, vous voyez que mon copyright, maintenant, je l'appelle avec apostrophe C, parenthèse, et non plus parenthèse C, parenthèse T, parce que j'avais tout un tas de problèmes. Oui, Daniel. Tu as mentionné les fameux challenges où on essaye de faire la formule la plus courte. Peut-être que ces challenges, ils sont motivés peut-être par les performances de calcul de la feuille, peut-être. Mais en tout cas, si on parle des performances de la feuille, le let peut effectivement nous aider à faire gagner du temps dans les calculs. Parce que si on a une très longue formule et qu'on a plusieurs fois les mêmes plages de cellules ou les mêmes calculs, eh ben Excel va la calculer plusieurs fois. Alors que si on la store dans let, il va la calculer une fois et il va la réutiliser dans toute la formule. Donc, on gagne du temps et oui, on gagne du temps sur les performances. Voilà. Oui, absolument. Là, récemment, j'ai fait un test assez complet sur une application complexe que j'avais développée en 2003. Et l'idée, j'avais poussé ça encore un peu plus loin avec, il y avait un let qui faisait, je simplifie un peu, mais c'était un retour de recherche X qui était utilisé dans 4 colonnes. Donc, j'ai fait mon let ici et ensuite, j'ai fait un ensemble horizontal des 4 colonnes où le let était utilisé. Donc, vous pouvez le faire sur une colonne, mais vous pouvez utiliser le résultat d'un let qui serait à dispatcher sur 4 colonnes qui se suivent. Et j'avais gagné effectivement un peu de temps à ce niveau-là. Au final, on l'a transformé en utilisant du DAX parce que ça restait trop long à calculer. Donc, n'oubliez pas non plus que vous avez plein d'autres outils à côté, du Power Query, du DAX, qui peuvent aussi améliorer les temps de calcul. On arrive au bout, à garder en tête. Donc, changer un lambda changera les résultats partout dans le classeur. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment quelque chose à vraiment faire attention. C'est pour ça que quand Microsoft sort une formule, il ne faut surtout pas qu'il change ensuite la manière dont la formule fonctionne, parce que sinon, ça va casser des tonnes de classeurs. Et donc, c'est un peu la même logique que vous devez avoir en tête. C'est si vous faites une formule, pensez bien à quelque part la figer une fois pour toutes, parce que si vous la changez, ça peut avoir ça peut avoir des impacts ailleurs. Il y a la notion de fonction pure qui est utilisée dans la programmation fonctionnelle. Alors, je ne la maîtrise pas assez pour en parler en profondeur, mais lisez sur la programmation fonctionnelle. Il y a plein de choses qui ont été faites là-dessus, et donc ça peut être assez intéressant. Un autre exemple avec un taux de facturation. Ça, c'est un très grand classique, même quand on monte des bases de données à garder en tête. Si vous faites, par exemple, le taux de facturation, mettons, on est à, je ne sais n'importe quoi, 65 €. Si j'utilise ce taux de facturation comme variable, au moment où je le change, des anciennes factures pourraient être impactées directement par le changement.
D'accord? D'où l'idée d'avoir un taux de facturation et puis ensuite une start date et une end date. Et donc, vous allez avoir un taux de facturation à 165 qui a démarré en 2020 et qui se termine aujourd'hui. Et là, vous avez peut-être votre nouveau taux de facturation qui démarrerait demain. D'accord? Et donc, en gérant ce genre de choses, et là, soit vous le laissez vite, soit vous mettez une end date, peu importe, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus rigoureux et fiable que d'avoir un seul taux de facturation qui s'applique partout. D'accord? Donc, c'est ce genre d'effet de bord où il faut faire très attention. Un petit détif pour les taux qui changent dans le temps. Oui, absolument. Ouais. C'est un peu l'idée ici qu'on a. Le EKIV, je me méfie parce qu'il faut absolument que les start dates soient classées par ordre alphabétique. Dans d'autres cas, ça peut être par exemple votre base de produits avec les prix pour chacun des produits, puis vous voulez faire une augmentation, vous allez ajouter une start date et une end date pour gérer ça. Donc ça, c'est des choses qui sont très connues en gestion de base de données. Mais dans Excel, on aura plutôt tendance à prendre ce raccourci-là et de se mordre les doigts par la suite parce qu'il faut qu'on fasse gaffe. Donc, peut-être qu'on mettra un taux de facturation 2022, 2023, etc., ce qui va être un peu une sorte de raccourci par rapport à ça. Environnement de formule avancée, donc je vous recommande de jouer avec. Très intéressant. Vous avez aussi le Lambda Explorer de Charles Williams. Alors, Charles Williams, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait les outils que j'utilise depuis des années qui permettent notamment de faire de profiler un classeur. Donc c'est comment il s'appelle son outil déjà? En plus, je l'ai traduit en français à un moment donné. Speed2, je crois, ça doit être ça. Mais je crois qu'il y a un autre nom pour ça. Enfin bref. Donc plein de choses en plus. Si vous avez des classeurs qui sont lents, je vous recommande fortement de jouer avec ça. Il a fait des choses assez extraordinaires et c'est un des, sinon pas le spécialiste des temps de calcul sur Excel. Notamment en l'achetant, vous allez avoir un PDF de, je crois, il fait à peu près 150 pages sur comment optimiser les calculs dans Excel. Donc, si vous avez travaillé avec des fichiers, vous avez des calculs à optimiser, cet outil-là est très, très pratique puisqu'il peut profiler un classeur complet, des formules, des feuilles, et ça va vous dire pour chaque partie de la feuille ou du classeur, voici les endroits où il y a des ralentissements et des goulots d'étranglement. Lambda récursive, alors je ne vais pas me lancer dans les lambda récursives, je vais juste dire ce que ça permet de faire. Ma question quand même que j'ai, c'est qui les utilise régulièrement et si oui, dans quel contexte? Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de cas vraiment utile pour les fonctions récursives. Je trouve génial l'idée. La fonction récursive, c'est une fonction lambda qui s'appelle elle-même et qui va reprendre le résultat et qui continue. Nicolas l'a jamais utilisé, c'est bon signe qu'il y a peu de gens qui vont l'utiliser. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont utilisé ou qui ont eu ces besoins-là? Alors, d'accord. Donc, je sais que Frédéric avait fait un exemple, Frédéric Slogen avait fait un exemple sur la fonction historique action, qui permet de gérer le cas où la fonction retourne une valeur. Ok, donc personne ne l'a encore utilisé. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir là-dedans. Pourquoi? Parce qu'avec les fonctions d'assistance de lambda qu'on a vues, les by row, by colonne, etc., on peut faire un certain nombre de choses que je pense la récursivité des lambda avait en tête. Alors, il y a un exemple avancé que j'ai fait où je pense qu'on est obligé de passer par là avec des lambdas, ce serait la distance de Levenshtein. C'est quelque chose qui existe déjà dans Power Query qui permet de comparer deux bases de données. Et vous savez, vous pouvez faire une valeur approchée. Et c'est très utile si vous avez à matcher des adresses, par exemple. Vous avez une liste d'adresses, vous envoyez encore des choses par la poste. Vous ne voulez pas envoyer le produit deux fois à la même adresse. Et donc, vous voulez chercher des doublons de clients. Vous pouvez utiliser ce genre de choses. Donc, c'est la distance de Levenshtein qui est utilisée pour ça, qui est gérable avec les récursives. Donc, je l'ai fait, ça m'a pris, je pense, une semaine à développer le truc, mais la récursivité fonctionne bien à ce niveau-là. Si vous lancez dans la récursivité, un des problèmes sur lesquels j'ai bloqué, c'est le nombre, parce qu'en fait, il y a un nombre maximum d'itérations qui existe dans Excel. Donc, je peux boucler à l'intérieur d'une lambda récursive, mais à un moment donné, je vais atteindre une limite qui a été fixée dans Excel pour éviter des problèmes de mémoire. Ce
qui est logique aussi, ça évite d'avoir une boucle infinie. Mais en même temps, dans certains cas, c'est un peu casse-pied parce que je vais bien avoir plus, parce que si je veux comparer des grandes chaînes de caractères les unes avec les autres, je suis coincé. Voilà. Alors, un petit challenge, mais je pense que je vais vous le laisser pour une prochaine fois, ou alors on peut le tenter en direct. L'objectif. Alors, on avait vu ça avec Daniel hier. On a une table avec des lieux, une table avec les arrondissements. Alors, Daniel, tu vois, j'ai rajouté des illustrations. Au passage, si vous ajoutez une illustration, donc une image directement dans une cellule, vous pouvez ensuite récupérer par un filtre l'image, ce qui est assez génial. Désolé. Donc, à ce niveau-là, c'est assez extraordinaire. Ça va permettre d'ouvrir la page, la porte à plein de choses. Donc là, j'ai le 16e arrondissement. Je récupère la photo à 2 endroits et puis je peux voir ce que ça donne. Hein. Et les photos s'agrandissent et s'ajustent à ce qu'on met à l'intérieur. Donc, pour ça, comment vous faites? Vous allez dans Insertion, Images, et vous voyez que vous avez maintenant dans la cellule et non pas juste sur les cellules. Donc, vous pouvez intégrer une image directement dans une cellule, ce qui peut être intéressant. Alors, je ne crois pas à ma connaissance, j'ai posé la question chez au groupe des MVP. Ouais, pour les insiders, ce qui nous permet de tester, voir ce qui marche, pas ce qui marche. Mais effectivement, après, ça arrive au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de récupérer ici le lieu. Donc, vous voyez ici, j'ai une table qui permet de lier le nom qui est là avec les noms qui est là, les lieux qui est là avec les lieux qui est là, et je veux récupérer les ID de lieux dans cette colonne-là. Donc, comment vous feriez ça? Est-ce que vous avez des idées? Et ensuite, on pourrait la transformer en lambda. Alors, je crois que j'ai le fichier pas loin. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la problématique. Tu veux régénérer la colonne ID lieu, c'est ça? C'est ça. Donc, pour Pierre, qui a comme lieu possible le lieu 1 et le lieu 2, je récupérerai le nom du lieu dans cette colonne-là au final. Et je vais aussi récupérer l'ID du lieu dans un premier temps. Donc, il faut faire un filtre avec un joindre texte, un truc comme ça. C'est ça, exactement. Donc, ici, c'est exactement ça. Je fais un filtre sur le locataire du lieu et je vais lui dire va chercher l'ID nom. Donc, ça, c'est un filtre qui est basé sur une seule table. Ça va pour tout le monde? Non. Alors, on va le faire étape par étape. Ce qu'on fait ici, ça peut être très pratique dans beaucoup de cas. L'idée, c'est de pouvoir récupérer des résultats multiples de filtres et ensuite les remettre dans une seule cellule. D'accord? Vous voulez par exemple avoir dans une cellule la liste des produits qu'une personne a déjà commandés chez vous. Mais vous voulez l'avoir de manière beaucoup plus intuitive que juste l'ID du produit. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc, si vous faites, par exemple, égal filtre, je fais un filtre de quoi? Je veux récupérer le lieu là où l'ID du nom est égal à ceci. D'accord? Et vous voyez ici que je récupère 2 valeurs. Ça va pour tout le monde? Donc, mon filtre ici, je fais un filtre sur l'ID du nom. Je lui dis que le nom qui est là doit être égal au nom que j'ai ici. Donc, ça va me renvoyer une série de vrai-faux, touche F9, vrai, faux, faux, vrai. C'est tous les endroits où l'ID du nom est égal à 1. D'accord? Et ensuite, j'applique ça sur mes lieux, F9. Et donc, ça va me retourner la correspondance. Je fais Alt-Entrée ici et Alt-Entrée ici. J'ai donc 1, c'est vrai, 3, c'est faux, 1, c'est faux, 2, c'est vrai. Donc, le résultat de ce filtre-là va me donner, touche F9, 1 et 2. 1 et 2, pourquoi? Parce que 1 est à vrai, 2 ici est à vrai. D'accord? Donc, ça, c'est l'idée pour reprendre le filtre. Le problème, c'est que si je mets mon filtre ici directement, eh bien, j'ai une erreur de propagation.
qui est une erreur très logique, parce qu'il cherche à propager le 1 et le 2 dans la cellule d'en dessous, mais cette cellule-là a déjà une formule. Donc, il ne veut pas. Et tant mieux. Et c'est un des problèmes des formules matricielles dynamiques, propagées, je sais pas comment on appelle, Dynamic Array Formula, c'est que dans un tableau, on a du mal à les utiliser. D'où l'astuce d'utiliser le joindre texte, ici. Mon délimiteur, ça peut être la virgule, par exemple. Là, je peux soit faire vrai, soit faux, soit rien. Et je vais appuyer sur Entrée ici. Et donc, je me retrouve avec le 1 et le 2, ici, qui ont été joints ensemble et que je récupère ici. Ça a énormément d'applications, puisque dès que vous avez une table où vous avez des informations à récupérer, vous pouvez les remettre à l'intérieur. D'accord ? Et je termine là-dessus, puisqu'on est déjà à plus d'1h30. Ici, comment faire pour récupérer le nom des lieux? Alors, on peut le faire en une seule formule, ou on peut le faire en deux formules. Pour le nom des lieux ici, on pourrait récupérer le nom des lieux en le remettant là. Donc, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Le nom des lieux. Le lieu 1, c'est le 16e. Le lieu 2, c'est le 16e. Le lieu 3, Le lieu 3, c'est le 17e. Donc, je vais récupérer le nom des lieux directement à partir de ce tableau-là. Là, si vous avez fait un petit peu d'Excel, là, tout le monde devrait avoir une idée de la réponse. Perdu ma boîte de discussion, je ne sais pas si quelqu'un tape. Oui, alors pour les sauts de ligne, on pourrait aussi, c'est une bonne idée, on peut le faire après. Donc recherche, voilà. Donc on va se faire un recherche X. Voilà. CTRL-SHIFT-A, si vous connaissez, ça peut être très utile. Ça vous permet de mettre directement les informations. Ma valeur cherchée, c'est le lieu. Mon tableau de recherche, c'est les ID de lieu. Mon tableau renvoyé, c'est ceci. Le reste, je prends les valeurs par défaut et j'appuie sur Entrée. On a un petit problème ici. Pourquoi on a un ANA là? Il y a une idée? Le nombre, il est stocké en forme de texte là dans ton tableau du haut. Là. Bravo, c'est ça. Alors, j'ai bidouillé aussi parce que je l'avais réaligné à droite. Mais effectivement, là, on est super aidé puisqu'on a nombre stocké sous forme de texte, donc il a même été reconnu comme étant un problème. Donc, dès que vous avez des NA qui sont bizarroïdes, faites gaffe. Et très bien, on a les convertir en nombre. Si ici, décidément, juste une petite seconde. Si ici, je fais la même chose, alors je n'ai jamais testé, on va regarder. Si je change par exemple ici pour le mettre en texte, donc là, il continue de fonctionner. Ça doit être quelque chose comme ça. Voilà. Et si maintenant, je prends ces deux-là et que je fais convertir en nombre, les deux ont été convertis en nombre. Vous avez vu? Je le refais une fois parce que ça va marcher sur une colonne au complet. Vous sélectionnez, vous allez ici, vous faites convertir en nombre. Donc, si vous avez des imports de CSV qui sont casse-pieds, ou ça c'est un truc assez classique en entreprise, vous pouvez tout reconvertir en une seule fois ici. Et donc là, j'ai bien toutes mes informations. Et donc, j'ai mon recherche X qui est là, qui m'a récupéré les informations qu'il me fallait. Finalement, je peux utiliser la même méthode que celle-là, sauf que plutôt que de renvoyer l'ID du lieu, eh bien, je renvoie le nom du lieu. D'accord? Donc, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Donc, je ne veux pas récupérer l'ID du lieu, mais je veux récupérer le nom du lieu ici. J'appuie sur Entrée. Ça, c'est très bien. Ici, suite à la remarque du saut de ligne, alors je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Yannick, mais on pourrait essayer ça. De mémoire, c'est peut-être pas ça. Voilà. Et là, si on remet ça à la ligne, alors je l'utilise peu parce que après ça devient un petit peu illisible, mais ce serait l'idée. Pourquoi le 16e ici? Oui, ça c'est normal. Parce qu'il y a le lien 1 et 2, mais le lien 1 et 2 dans ces cas-là sont tous les deux au 16e. Si je mets le 15e ici, ce sera plus simple à identifier.
Donc, on a bien 16 et 15 avec le retour à la ligne ici et le bon formatage, ça fonctionne aussi. Ça peut être une alternative à la virgule qu'on avait mis là. Je remets la virgule. Très bien. Et finalement, si je veux le faire en une seule formule, plutôt que de reprendre ça, eh bien, je peux reprendre directement ma recherche X, CTRL-C, échappe, et je remets ça ici et je le remets là. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Donc, c'est l'ID. Je vais aller en arrière pour revenir à la bonne formule. Alors, je vais chercher. Dans ta recherche X, en C'est fait, pas les mêmes temps de l'autre côté. Ouais. ta valeur cherchée, c'est tout ton filtre, je pense. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y avait le nom qui plantait ici. Donc, la bonne réponse serait ça. Donc, je recherche, désolé, là, je commence à caler. Je recherche l'ID du lieu dans l'ID du lieu. Oui, je recherche tous les ID du lieu, en fait. Et non pas juste celui sur lequel j'étais. C'est la grosse différence. Pour retourner la colonne au complet. Donc, c'était le A qui était ici. Qu'il faut que j'enlève pour récupérer la totalité de la colonne. Une fois qu'on a ça, on peut imaginer retransformer ça dans une lambda et donc avoir une sorte de jointure avec des tables qui fonctionneraient de cette manière. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est faisable? Je ne pense pas que ce soit utile parce que quand on a des structures comme ça, c'est mieux de réorganiser les données dans Power Pivot et puis d'avoir un vrai modèle de données. Donc, on s'entend. Mais c'est intéressant de voir que c'est possible d'aller jusque-là de cette manière-là. Cette formule-là, je pense que ça peut être utile quand même de la mettre en lambda, puisque ça va permettre de concaténer en une seule fois. Donc, il faudrait faire une sorte de filtre joindre texte, et puis de rajouter peut-être juste le symbole de concaténation à l'intérieur. Donc, on aurait une lambda qui aurait la même structure que ça, mais le dernier argument du filtre pourrait être le caractère de concaténation. Donc ça pourrait, à mon avis, être utile à remettre dans une lambda. À voir. Et je voulais terminer sur un petit challenge à ce niveau-là. Voilà. Sur ce challenge-là, on l'a fait juste à la va-vite hier avec Daniel, donc il y a encore moyen de réfléchir sur d'autres possibilités, mais bon, ça me semble assez intéressant et puis utile dans pas mal de cas, surtout la possibilité de concaténer le résultat d'un filtre dans une seule cellule dans un tableau. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Vous avez un certain nombre de références, donc vous aurez accès aux fichiers par la suite, des références sur d'autres personnes qui m'ont inspiré avec des liens, etc. Nicolas, il faudrait que je te mette l'adresse ici, je ne sais pas où tu es. Et puis, voilà. Et puis, encore un grand merci à Daniel pour l'organisation. C'est super. Je me suis bien amusé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, j'en ai appris plein aussi. Et puis, Daniel, je te laisse conclure. Merci beaucoup de nous avoir consacré 7h30. Conclusion en moins d'une minute. Tout simplement, essayez de suivre et de taguer le hashtag Paris Excel Meetup Group. Partagez votre feedback, faites-nous des retours. Et c'est une affaire de groupe. Alors au début, les débuts sont toujours un peu difficiles, mais si chacun y met du sien, on peut aller très très loin, je pense. Et ça sera un plaisir de continuer. Je voulais partager les résultats du formulaire en introduction, mais là, ça y est, il est un petit peu tard, peut-être la prochaine session. Si vous avez envie de parler, si vous connaissez des gens qui voudraient parler, n'hésitez pas. Je vous ai envoyé un mail, je pense à tous, pemg@zenomi.com. Je vais la réécrire rapidement dans le chat. Vous pouvez me contacter à cette adresse et puis on part d'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis alors à bientôt, à très vite. À bientôt. Merci. Merci Gaëtan. Au revoir Merci tout le beaucoup. monde.